Écoute, on vous met en alerte parce que sur Paris ça pète, je sais pas si t'as entendu parler. 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Je sais pas, on sait pas trop. Il y a des attentats. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours, c'est une horreur. Le maire de New York, les candidats aux primaires pour la présidentielle ont tous exprimé leur effroi sur les réseaux sociaux. Liberté, égalité, fraternité. Les attaques font les grands titres des journaux télévisés. Reste le cas de Salah Abdeslam. Un homme qui n'a jamais collaboré ni manifesté l'intention d'apporter des réponses. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Après 10 mois de procès, le verdict est donc tombé dans le procès historique. Les peines vont donc de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible. On a la sensation, après le verdict, qu'on tourne une page. Mercredi 29 juin, le délibéré du procès du 13 novembre 2015 est tombé. La Cour d'assises spéciale de Paris, présidée par Jean-Louis Perriès, a déclaré coupables les 20 accusés impliqués dans les attentats terroristes commis à Paris. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre 2015, a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, à sûreté incompressible. Avant de revenir sur ces condamnations, petit retour en arrière. Le soir des faits, 3 voitures partent de Belgique vers la capitale française, avec à leur bord 10 terroristes islamistes. Un premier commando frappe les abords du Stade de France, alors qu'une rencontre France-Allemagne est en cours. Le deuxième vise des terrasses et des bars des restaurants du 10 et 11e arrondissement. Et le troisième s'engouffre dans la salle de concert du Bataclan, tirant sur la foule. Le bilan, très lourd, était de 130 morts et plus de 400 blessés. 9 des 10 membres du commando seront également tués par les forces de l'ordre. Depuis le 8 septembre 2021, un gigantesque procès s'est donc tenu pour juger l'ultime membre des commandos qui ne s'est pas fait exploser, Salah Abdeslam, ainsi que 19 logisticiens et membres de la cellule terroriste franco-belge. Parmi eux, un profil est à retenir. C'est celui de Mohamed Abrini, qui aurait dû participer au commando. Vous le connaissez sûrement, il avait été surnommé l'homme au chapeau dans le cadre des attentats suicides de Bruxelles en mars 2016. Afin de mieux comprendre pourquoi ce procès est qualifié d'historique, Blast vous propose un récapitulatif des différentes étapes de la procédure. D'abord, force est de constater que le nombre des parties concernées par le procès est phénoménal. 20 accusés, dont 14 dans le box, 5 présumés morts en Syrie et 1 détenu en Turquie. Près de 2500 parties civiles, 330 avocats et 130 témoins. Pour les accueillir, une salle d'audience de 550 places a été spécialement construite pour l'occasion au sein de la Cour d'appel de Paris, sur l'île de la Cité. Pour permettre aux journalistes et au public d'assister aux audiences, une quinzaine de salles de retransmission diffusent en direct les débats de la salle principale. Autre détail notable et rare, le procès a été filmé. C'est seulement le 15e depuis 1985. Les images sont destinées aux archives nationales et ne seront pas diffusées avant 50 ans. Avec 149 jours d'audience au compteur, le procès a duré 10 mois. Pourquoi si longtemps ? Déjà parce qu'il reprend des éléments d'une instruction riche, menée pendant 4 ans et demi par 5 juges. Les 542 tomes du dossier final condensent 47 000 procès-verbaux. Forcément, c'est long. Et puis surtout car le cours d'un procès d'assises est rythmé par de nombreuses étapes. La première phase introductive a consisté à réaliser l'appel des parties civiles déjà constituées ou qui se présentaient à la cour. Pour évoquer les noms des 2500 personnes, il a fallu 2 jours d'audience. S'en est suivi l'appel des 130 témoins et la lecture du rapport préliminaire et des chefs d'accusation retenus pour chaque accusé. Dès le 13 septembre, des témoins ont été entendus à la barre. Il s'agissait d'abord des enquêteurs et des experts qui se sont rendus en premier sur les scènes de crime. Pour nous, nous allions mourir à cet endroit. Notre dernière heure était venue. On a découvert une scène à laquelle aucun de nous n'était préparé. Sur le sol, on avait des centaines de corps. Tout le monde était couché. Ils ne bougeaient pas, car à chaque fois qu'un téléphone sonnait, on leur tirait dessus. Fin septembre, les parties civiles ont pris la parole à leur tour. Certains étaient des rescapés, d'autres des proches des victimes. Les uns après les autres, ils ont décrit l'horreur de cette soirée et les traumatismes qui les poursuivent encore aujourd'hui. Ludo me plaque au sol. Il fait barrière avec son corps. Mon poteau, mon héros, mon Ludo. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je suis sortie vivante parmi les morts, mais je suis devenue morte parmi les vivants. Les accusés se sont exprimés début novembre, à l'occasion de l'examen de leur parcours et de leur personnalité. Dans cette phase, souvent décrite comme frustrante par les parties civiles, pas question d'aborder les détails du dossier, les faits et la religion. La Cour retrace uniquement le parcours des 14 hommes, leur enfance, leur famille, leur scolarité, leur vie amoureuse et professionnelle et leur détention. Salah Abdeslam, qui avait déjà interrompu le président la première semaine du procès pour s'indigner de ses conditions de détention, a pu aborder le sujet à nouveau.
Même les animaux sont pas traités comme ça. Il y a beaucoup de souris. À partir du 10 novembre, plusieurs auditions des personnalités officielles se sont succédées. La tête d'affiche, évidemment, était François Hollande, président en exercice lors des attentats. Il a défendu son bilan dans la gestion de crise et a justifié l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Mali, en Irak et en Syrie, en particulier contre Daesh. Une manière de répondre à Salah Abdeslam, qui avait lancé lors de la première semaine d'audience que les attentats étaient une réponse aux avions français qui bombardent l'État islamique et qui ne font pas la distinction entre l'homme, la femme et les enfants. Vous considérez que le travail a été fait et était de bonne qualité ? Il y a forcément un échec quand il y a un attentat. Mais combien d'attentats sont déjoués grâce au service ? La plus grosse phase du procès s'est déroulée entre janvier et avril à l'occasion de l'interrogatoire des accusés et de divers témoins. Le président de la Cour a pu aborder la logistique des attentats et le rôle de chaque accusé. L'islam, tel qu'il a été enseigné par le prophète, n'est pas compatible avec la démocratie. Je confirme ce que j'ai dit, j'étais prévu. Je tenais à vous dire que je n'ai tué personne et que je n'ai blessé personne. Même une égratignure, je ne l'ai pas faite. J'ai renoncé par humanité. J'ai pas renoncé par peur. C'étaient des jeunes, ils étaient plus jeunes que moi, et je voulais pas les tuer. Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes. Je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. Des expertises psychiatriques ont suivi les auditions des accusés. Le mal ne se commet pratiquement jamais au nom du mal. Le mal se commet toujours au nom du bien, du vrai, du pur, du juste. L'enjeu aujourd'hui, c'est soit il renie, trahit à ses yeux le camp totalitaire dans lequel il s'est engagé et qui l'a mené à surjouer l'islamiste, soit il se renie lui-même. À l'approche du verdict, fin mai, retour sur les victimes. Plusieurs avocats de parties civiles se sont regroupés pour proposer une plaidoirie collective inédite. Ils sont pourris comme une banane pourrie. Ils ont tué mon papa, et ça, c'est vraiment pas bien. Il ne faut plus leur donner à manger parce qu'il faut qu'ils meurent. 90 de mes amis ont été tués de manière haineuse devant nous. Ce que les assaillants ont essayé de faire ce soir-là, c'est de faire taire la joie liée à la musique, mais ils ont échoué. C'était ensuite au tour du ministère public de présenter son réquisitoire à la Cour. L'accusation a été portée par 3 avocats généraux du parquet national antiterroriste, Camille Hennetier, Nicolas Lebris et Nicolas Braconnet. Malgré ses paroles, malgré ses larmes, Salah Abdeslam est resté fidèle jusqu'au bout à son idéologie, sans exprimer le moindre remords. Salah Abdeslam a livré une version tardive, après 6 ans de silence, en contradiction totale avec de nombreux points. Il a choisi son moment, il a aussi choisi ses questions. Elle dénonce un jeu de dupes. Les peines requises sont comprises entre 5 ans d'emprisonnement et la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible pour Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. La fin du mois de juin a été rythmée par les plaidoiries de la défense. Dans sa tête, il ne veut plus y aller. Ce n'est pas rien de renoncer à ce stade-là. Il s'en va, il claque la porte. Il ne tiendra pas de Kalachnikov entre les mains. Le 13 novembre, il ne tuera personne. Bien sûr que ces attentats ont été terriblement cruels, mais la justice n'a pas à l'être. Si vous suivez le parquet, c'est le terrorisme qui a gagné. Lundi 27 juin, à 2 jours du verdict final, les accusés ont eu l'occasion de livrer leurs derniers mots. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un tueur. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Finalement, mercredi 29 juin, au terme du 149e jour d'audience, Jean-Louis Perriès a lu le délibéré du jugement. La Cour d'assises spéciale de Paris aura suivi le réquisitoire du parquet national antiterroriste en attribuant des peines légèrement plus faibles. Tous les accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés, à l'exception de Farid Karkash. Son chef d'accusation d'association de malfaiteurs terroristes a été requalifié d'association de malfaiteurs. Salah Abdeslam, lui, a été condamné à la peine maximale du code pénal requise par le parquet, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Concrètement, cela signifie qu'aucun aménagement de peine ne peut lui être accordé d'ici 30 ans. Et pour qu'un aménagement soit un jour possible, il faudrait convaincre le tribunal d'application des peines, une commission de magistrats de la Cour de cassation et un collège d'experts médicaux. Il a en effet été reconnu co-auteur des faits de meurtre en relation avec une entreprise terroriste, car la Cour estime que son gilet explosif n'était pas fonctionnel, ce qui remet en cause ses déclarations quant à son renoncement. Mohamed Abrini est quant à lui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. C'est la fin d'un procès fleuve inédit, qui met un terme à l'un des épisodes les plus traumatisants que le pays ait connu. 6 ans après les faits, les parties civiles pourront désormais passer à une autre étape de leur deuil. Mais l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Les accusés disposent à présent de 10 jours pour faire appel de la décision. Cette vidéo est à présent terminée. Pour rester informé,
vous pouvez suivre toutes les productions de Blast sur nos différents réseaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur blast-info.fr.